Vendredi 4 mars 2022, à la une de ce 13h, il est désormais connu, le Premier ministre burkinabé. Il s'agit du docteur Albert Ouedraogo, âgé de 53 ans. Voilà que sa venue suscite pas mal de questions sur tous les plans. En réalité, que sait-on de lui ou que pouvons-nous dire de lui? Le portrait du nouveau Premier ministre dans quelques instants. Afin d'exiger l'annulation de la convention sur la gestion du chemin de fer avec Sitaraï et le groupe Bolloré, les premiers responsables du consortium Burkina 2050 ont organisé une marche ce jeudi 3 mars 2022 dans la capitale burkinabé. Suspension du pass vaccinal en France à compter du 14 mars prochain, annonce faite ce jeudi par le Premier ministre français Jean Castex. Le détail dans la suite de ce journal. Voilà pour les titres de ce 13h. Mesdames, Messieurs, vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. L'adoption de la charte de la transition au Burkina Faso prévoyait la formation d'un gouvernement de 25 membres dirigé par un premier ministre civil. Il est désormais connu, le docteur Albert Ouedraogo, universitaire de 53 ans. Il a été nommé hier par le président du Faso, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cependant, que sait-on de celui-là même qui sera à la tête du gouvernement burkinabé? Sans plus de commentaires, le portrait du nouveau premier ministre dans cet élément de Driana Kamabou et de Cheikh Omar Ouedraogo. La nomination du Premier ministre était très attendue par les Burkinabés après l'investiture du président du MPSR comme président de la transition. Dr Albert Ouedraogo, méconnu du grand public, présidera désormais les destinées du gouvernement de la transition. Âgé de 53 ans, le nouveau Premier ministre est un économiste et spécialiste en développement des entreprises et en management. Titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, il est diplômé de l'Institut d'administration des entreprises de Cannes en France. C'est donc un expérimenté en management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées. Son parcours professionnel est marqué par son passage à l'IPS au Conseil en qualité de directeur et ce durant 15 ans. C'est un bureau d'études et de conseil spécialisé entre autres dans la réalisation d'études économiques, d'audits organisationnels et d'audits de ressources humaines. Avant de diriger ce cabinet, Dr Albert Ouedraogo a occupé le poste de directeur du département consulting de l'entreprise Deloitte Burkina de 2003 à 2007. Pendant 6 ans, de 1996 à 2002, le natif de Dori a enseigné plusieurs matières dans les universités publiques et privées du Burkina Faso. Marié et père de 2 enfants, Albert Ouedraogo formera dans les tout prochains jours son gouvernement qui ne saurait excéder 25 membres conformément à la charte de la transition. Et puis, je vous le disais en titre, les premiers responsables du consortium Burkina 2050 ont battu le pavé ce jeudi 3 mars 2022 dans les artères de la capitale burkinabé afin d'exiger l'annulation de la convention sur la gestion du chemin de fer avec Sitaraï et le groupe Bolloré. Parti du rond-point de la bataille en passant par l'entreprise Bolloré et le ministère des Transports, les manifestants ont remis des messages dans les différents points de leurs itinéraires. Eh bien, le point dans ce reportage signé Serge Caboret. Mettre fin à la convention de concession révisée portant sur la gestion du chemin de fer Kaya-Abidjan par Sitaraï, une filiale de la multinationale française, le groupe Bolloré, c'est l'objectif visé par le consortium Burkina 2050 à travers cette marche. Nous sommes ici au rond-point de la bataille du Rail pour le début de la marche et la coordonnatrice du consortium, Madame Nestorine Sangaré, prend les devants. Commence ainsi 2 heures de marche avec pour itinéraire l'avenue Kadiogo et Yatenga en passant par l'avenue Nelson Mandela jusqu'à la place Nabakom où est située la Sitaraï. À pied, à vélo et même à moto, l'objectif est le même pour tous les manifestants, mettre fin à la convention avec Bolloré. Ils gèrent mal notre chemin de fer. Les rails sont pourris. Je ne sais pas comment l'État a fait la convention avec les Bolloré. Mais présentement, nos rails sont foutus. Un train qui a Abidjan, 30 à l'heure jusqu'à Ouagadougou. Ça fait combien de temps? Douniwega Nana, un cheminot embauché en 1973 par l'ARAN, fait partie des manifestants. Aujourd'hui, ex-agent de Sitaraï, après 10 années de service, il ne cache pas sa colère. 95, là, je suis parti à la retraite en 2005. 10 ans là.
Sitara ne m'a même pas avancé une seule fois. À ma retraite là, j'ai un manquant, il y a un volet qu'on appelle sur salaire. Mon catégorie là, c'est AE4. Sur salaire là, c'est 58 000 et quelques. On me donne 192 francs durant tous les 10 ans là. Sans avancement, sans sur salaire, 58 000 et quelques, et je me trouve à 192 francs de sur salaire. 10 ans. Vous voyez comment c'est? Ils nous volent, ils nous pillent. Je ne peux même pas qualifier ça. De la Sitaraï, les marcheurs empruntent l'avenue d'Endolossom en direction du siège de Bolloré Transport et Logistique avec en main un message à remettre à la direction de la multinationale au Burkina Faso. Nous sommes venus pour remettre un message. C'est un message amical. Vous avez fait votre temps, vous avez exploité, vous avez eu les profits. Laissez maintenant 9 gares fermées. Le transport ralenti au maximum. Les wagons monopolisés pour le transport du marchandise, du transporteur professionnel qui est Bolloré, et des commerçants qui ne peuvent plus avoir des wagons pour amener leurs marchandises en Côte d'Ivoire. Nos routes dégradées, les sociétés minières avec tout ce qu'ils ont comme matériel lourd, transporté sur des vieux rails datant de la colonisation. Trop, c'est trop. Nestorine Sangaré et les marcheurs, dans un premier temps, font face à un refus, en témoigne cette porte verrouillée. Après des tractations entre policiers, manifestants et agents de sécurité de Bolloré, la porte s'ouvre et Nestorine Sangaré s'engouffre à l'intérieur avec son message en main. 10 minutes plus tard, la revoici. C'est le courrier qui a reçu donc notre message. Mais nous pensons que nous allons revenir. Pourquoi? Parce que nous estimons que tout ce monde-là ne peut pas se présenter et que ce soit au courrier qu'on nous dise de déposer le message. Nous allons revenir si la réponse tarde à venir. Nous allons revenir si la réponse n'est pas bonne, selon nos attentes. Le cap est ensuite mis sur le ministère en charge des Transports avec le même message. Reçu par le secrétaire général du ministère, les manifestants ont promis maintenir la pression jusqu'à la satisfaction de leur plateforme. Long de 1260 km, le chemin de fer Abidjan-Ouaga, faut-il le rappeler, a été construit de 1905 à 1954 et est aujourd'hui exploité par le groupe Bolloré. Dans un communiqué signé le 23 février dernier, le ministre en charge du commerce a annoncé la suspension de l'exportation de la farine, des céréales, notamment le maïs, le mil et le sorgho sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Le lendemain 24 février, il a également interpellé les commerçants à déclarer leur lieu de stockage de produits destinés à la vente. Nous avons rencontré pour vous le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix du ministère en charge du commerce pour comprendre davantage les tenants et les aboutissants de ces nouvelles mesures. Le point, c'est avec Sanata Serré. Depuis déjà quelques mois, la population burkinabé est confrontée à une flambée des prix des produits de grande consommation. Pour pallier le problème, le ministère en charge du commerce et de l'industrie a décidé en décembre 2021 de suspendre l'exportation des céréales au Burkina Faso. C'est ainsi que certains commerçants trouvent le moyen de contourner la mesure en s'adonnant à l'exportation des farines de ces céréales. Et pour venir à bout du phénomène, une autre mesure fut prise par le ministère annonçant l'interdiction d'exportation des farines des céréales, notamment le maïs, le mil et le sorgho. L'interdiction de l'exportation de la farine des céréales locales est intervenue dans la mesure où nous avons constaté qu'après l'interdiction de l'exportation des céréales proprement dites, il y a eu donc certains commerçants qui tentent de contourner cette mesure en transformant ces céréales locales en farine et les exporter. Donc, au regard de cet état de fait, le ministère s'est en tout cas vu obligé de prendre une mesure pour interdire l'exportation de la farine. Au regard de la situation sécuritaire difficile, les rendements dans certaines zones agricoles étaient en deçà des attentes, car beaucoup de producteurs n'ont pas pu travailler leurs terres. Selon le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix du ministère en charge du commerce, l'exportation de ces produits pourrait donc avoir des impacts négatifs pour les populations, à savoir la flambée excessive des prix.
Si on permet aux gens d'exporter les céréales locales, il va sans dire que le stock que nous avons déjà sur le marché va s'épuiser rapidement. Et lorsque le stock manque sur le marché, c'est les prix qui vont encore flamber. En plus du communiqué d'interdiction d'exportation des céréales locales et de la farine de ces céréales, le ministère en charge du commerce a également rappelé dans un autre communiqué signé le 24 février dernier l'obligation pour les commerçants de déclarer les lieux de stockage de leurs produits destinés à la vente conformément à la loi portant organisation de la concurrence au Burkina Faso et de ses tests d'application. Ce communiqué vient en fait rappeler cette disposition-là. Et il faut le dire que lors donc de nos contrôles, nous avons constaté qu'il y a des magasins clandestins dont nous n'avons pas en fait une idée sur leur existence. Et dans ces magasins, ce sont des produits destinés à la vente qui sont stockés de façon clandestine. Et cela contribue bien sûr à réduire la disponibilité des produits sur le marché. Et qui dit en fait pénurie de produits sur le marché parle bien sûr de l'augmentation donc des prix. Le délai d'une semaine avait donc été accordé aux différents opérateurs économiques pour déclarer leur lieu de stockage des produits destinés à la vente. Passé ce délai, des contrôles seront effectués sur toute l'étendue du territoire et les contrevenants seront sanctionnés conformément à la réglementation, a laissé entendre Moumouni Doulkoum. Depuis la diffusion du dit communiqué, plus d'une centaine de lieux de stockage ont été déclarés au ministère et les déclarations se poursuivent, selon le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix du ministère en charge du commerce. Panther Service, à travers sa marque d'eau Eben, est le tout nouveau partenaire de Tam Tam Group Presse de TGP. C'est un partenariat d'1 an qui a été scellé dans la matinée de ce 3 mars 2022 au sein du groupe. Le point de cette signature de convention entre les deux entreprises dans ce reportage signé Fatima Tanikema et Joseph Yao. Des gorgées d'eau Eben pour sceller le nouveau partenariat entre Panther Service et Tam Tam Group Presse de TGP. Une collaboration matérialisée par cette signature de convention d'une année. Venu les mains chargées de packs d'eau de la marque Eben, le président directeur général de Panther Service dit avoir choisi d'associer l'image de son entreprise à celle de DTGP via ce partenariat pour diverses raisons. D'abord, True TV parce que c'est une télé que je suis beaucoup à travers son émission Le Tribunal de l'actualité et une télé qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour nous informer surtout et aussi qui essaie d'innover dans certaines émissions et j'ai jugé bon d'accompagner ce média-là pour aussi apporter notre touche en tant que citoyen burkinabé. Le directeur général de DTGP, ravi d'accueillir ce nouveau partenaire, a traduit ses remerciements à l'endroit de la délégation de Panther Service. Pour Yirmaleh Frédéric Sommet, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui vient à point nommé. Vous savez qu'actuellement c'est la saison chaude et donc avoir de l'eau c'est très important. Il faut qu'on boive régulièrement pour s'hydrater comme nous le recommandent les spécialistes. Mais en plus aussi, on le fait, ce n'est pas simplement pour le personnel de la maison, mais c'est pour nos invités. Et aujourd'hui, ils sont partenaires, demain ils peuvent être invités à une émission, donc il serait bon qu'eux-mêmes ils aient de l'eau à boire. Donc c'est dans cet esprit que l'on essaie de cultiver ce partenariat. Et vraiment, on dit merci parce que ça ne pouvait tomber qu'à pic. À en croire le PDG de Panther Service, cette signature de convention n'est que la première étape d'une longue collaboration. Une cérémonie de signature de convention qui a pris fin par cette visite guidée des locaux de DTGP. Pour mémoire, Panther Service, cette structure qui produit l'eau Eben, existe depuis 2010 dans la ville de Ouagadougou avec une succursale dans la ville de Gawa. Elle emploie selon son premier responsable environ 150 personnes. Allons maintenant à la découverte d'un métier de coaching, notamment celui des coachs en développement personnel. Un métier qui prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina Faso. Des mentors aux formateurs en art oratoire, en passant par les conférenciers et les motivateurs, tous se réclament coach. Des gens qualifiés à tort ou à raison de vendeurs d'illusions. Mais la question est, en quoi consiste concrètement le métier de coaching? Comment devient-on coach en développement personnel? Réponse dans ce reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Qui connaît son talent parmi nous?
S'il y a bien un métier qui est en vogue aujourd'hui au Burkina Faso et partout dans le monde, c'est sans doute celui du coaching. Les coachs, il en existe dans les différents domaines de la vie. Mais en quoi consiste concrètement le coaching, notamment le coaching en développement personnel? Quand on dit coach, c'est pas après avoir lu un livre en développement personnel ou quelques livres en développement personnel, mais c'est celui-là qui a suivi une formation certifiante qui peut être appelé coach. D'abord, le coaching, c'est un métier d'accompagnement. Donc, accompagner quelqu'un à déployer son potentiel maximum, à performer plus. À la fin, ce que le coaching apporte, c'est la clarté, c'est la cohérence et puis la motivation à continuer dans sa vie. Il y a ceux pour qui le coaching est la capitalisation de la somme des expériences vécues. On s'en rend compte que l'expérience, la connaissance, les voyages, les livres, la pratique qu'on a fait dans X ou X domaine peut être capitalisé et traduit en formation. À partir de là, de façon naturelle, parce que je profite de rendre hommage à celui qui m'a donné ce titre, s'appelle Soumaïla Arabo. C'est lors d'une émission. Si le coaching est un métier d'accompagnement, il est important que celui qui l'exerce soit donc formé, d'où la notion de certification. Pour devenir coach, il faut s'inscrire dans une école de formation de coach. Donc il y en a plein. Il y a des excellents coachs qui ne sont pas passés par une école de formation, mais ils se comptent au bout du doigt. Donc aujourd'hui, c'est dommage qu'à au moindre talent d'orateur, on puisse se prévaloir de coach. C'est bien dommage parce que ça gâte un peu l'image de ce travail. Mais le diplôme ou la certification fait-il le bon coach? Pour Simon Ouedraogo, coach en développement personnel, option métaphysique, un papier ne saurait définir un coach. Il est là, il ne vaut rien, mais c'est lui qui a beaucoup de papiers et de diplômes et d'attestations. Donc moi, je sens que c'est quelque chose qui me mettait en retard. Je me suis débarrassé et je n'en veux même pas. Moi, c'est la connaissance ou rien. C'est pourquoi d'autres aiment dire faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. À partir de là, on n'a pas besoin de PowerPoint, on n'a pas besoin de chapitre 1, chapitre 2. Quand on est en face de l'individu qui a besoin de coaching, les idées ou du moins l'inspiration viennent de façon naturelle. Et je connais des coachs autodidactes qui sont très forts, qui ont une posture de coach qui sont bien. Mais la vérité est que tout le monde ne sait pas se former en autodidacte. Mais il y a des gens qui arrivent à se former en autodidacte. Moi, je dis que j'ai l'humilité, quand je veux apprendre un métier, d'aller me former dans une école qui forme des gens dans ce métier. On va parler de comment elle doit se... Formateur en art oratoire, conférencier, motivateur, influenceur, tous se réclament coach pour peu qu'on ait un talent d'orateur et qu'on sache faire de la rhétorique qu'on retrouve souvent dans les sphères religieuses. Des notions à ne pourtant pas confondre avec le coaching. Le mentor a une posture de quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine, qui vient partager son expérience avec le mentoré pour l'aider à éviter les erreurs que lui a peut-être pu faire ou pour l'aider à prendre les opportunités que lui a manquées. Ça, c'est un mentor. Alors que le coach, c'est tout à fait différent. Lui ne se base ni sur son expérience, ni sur sa formation dans le domaine, mais plutôt il se base sur sa formation dans la méthodologie du coaching. Si les professionnels du domaine se réjouissent d'avoir le vent en poupe, ces derniers déplorent tout de même certaines pratiques de ceux qu'on pourrait qualifier de pseudo-coachs, traités à tort ou à raison d'arnaqueurs ou encore de vendeurs d'illusions. Je vous assure que même les médecins, quand ils ont commencé à dire que c'est des vendeurs d'illusions, que c'est des arnaqueurs, je vous assure, les médecins, on a commencé à dire pourquoi ? Parce que voilà, c'était nouveau, personne ne comprenait. Et donc quand on ne comprend pas, on commence à dire oui, c'est de l'arnaque et tout ça. Au-delà de ça, de ce choc de dire c'est de l'arnaque, renseigne-toi. Des gens qui ne veulent pas comprendre nous ont traités de tous les noms, mais c'est le dernier kata du développement. Sans développement personnel, c'est pourquoi ceux qui ont peur, parce que le développement personnel a déposé ses valises en Afrique, ces gens-là sont prêts à mettre tous les moyens pour traiter les développeurs personnels de tous les noms des oiseaux. Parce que le développeur personnel ne promet pas du vent à quelqu'un. Arnaque ou pas, le coaching semble visiblement pour beaucoup être un moyen de se faire une santé financière avec des coachés qui constituent une bonne manne financière. Les tarifs d'une formation en coaching varient selon les écoles et peuvent parfois atteindre le million de francs CFA. De quoi attirer toutes sortes d'individus et même forger de véritables imposteurs. Une question se pose alors, comment séparer le bon grain du livret ou le vrai coach du faux? Un coach se distingue par une formation de coach.
et au bout de laquelle il peut clairement identifier une structure de coaching qu'il utilise pour accompagner ses clients. Parlant de structure de coaching, quelle est la vôtre? Ah non, là c'est trop facile de vous donner une structure de coaching comme ça que d'autres pourraient la reprendre. Je pense que ceux qui ont eu l'occasion d'être formés dans notre école, notre académie de conférenciers formateurs coach et qui vous suivront certainement peuvent répondre à cette question facilement. Ma démarche, elle est purement d'abord métaphysique pour m'assurer que je vais asseoir des bases solides et pour m'assurer que je ne vais pas passer mon temps à me répéter. Et souvent même, j'ajoute de l'anthropologie, de la sociologie pour que la personne soit aidée une bonne fois pour tout. Coach certifié ou autodidacte, chacun y va de sa stratégie. Si certains se prévalent de leur certification de coach, il n'empêche que le sujet en lui-même suscite la controverse. Mais une chose est sûre, le choix du coach ne dépend que du degré de confiance entre l'élève et son maître. Parlons sport. À présent, le championnat national Ligue 1 Lonabé s'est joué en milieu de semaine ce mardi et mercredi dernier. Pour le compte de la 17e journée, le Majestic a battu l'étoile filante de Ouagadougou au stade municipal Issoufou Joseph Konombo par le score de 4-2. Après cette journée, la Soyenenga prend la tête au classement, l'ASK quitte la zone rouge et le RCB rejoint l'ASFB au bas du plateau. Assami Touré pour le compte rendu. L'EFO et le Majestic ont donné du spectacle au public présent lors de cette rencontre. Et c'est Majestic qui entame bien ce match. Dès la 12e minute, Isaka Sanfo profite de la mauvaise sortie de Philippe Lapin-Maré, le portier de l'EFO, pour ouvrir la marque. 1-0, l'EFO réagit à la 29e minute sur cette tentative de percée de Yacouba Ouedraogo. Stoppé dans sa lancée, l'arbitre indique le point de pénalty avec conviction. Maurice Zina égalise pour l'étoile filante de Ouagadougou. Avant la pause, Yul Walter, l'élément dangereux de Majestic, permet à Zozio Tendelbego de conclure une belle action menée depuis le rond central. 2-1 à la pause, en seconde partie, soit à la 57e minute, sur ce coup de pied arrêté de Mouri, Ibrahim Diko, plus grand que tous, place sa tête et ramène les deux équipes une fois de plus à parité. Majestic déterminé à repartir avec le gain du match, pousse et à la 78e minute, sur ce coup franc repoussé de Mohamed Ouedraogo, Eric Chardé reprend le ballon au fond des filets. 3-2 pour le Majestic et à 4 minutes de la fin, Souleymane Maman donne le coup de grâce à l'EFO sur cette magnifique frappe lointaine. Victoire surprenante de 4-2 pour le Majestic et même au niveau du tableau d'affichage, on n'avait pas prévu le tableau du 4e but. Obligé donc de repartir dans les vestiaires pour se remettre à jour. 3 points donc de Majestic qui sonne le déclic. C'est un match qu'on a préparé minutieusement. On savait que c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer et qui a une défense très très solide. Et surtout que nous on venait d'une défaite. On a dit aux garçons il fallait croire. Je pense que la victoire, on avait de la place pour l'avoir. Ils ont cru, même si ce n'était pas notre objectif d'avoir quand même 4 buts. C'est pas facile de mettre 4 buts contre la meilleure défense, mais je pense qu'ils ont cru et c'est un mérite. 2 buts difficiles par contre pour l'étoile filante de Ouagadougou qui en 2 sorties n'obtient que 1 point. On a raté le match à beaucoup de niveaux. Sur les passes offensives, sur les passes défensives, c'est un match totalement raté. Dans la saison, ça arrive. Maintenant, il faut savoir tirer les enseignements et puis rebondir. Difficile, match nul, défaite, effectivement c'est difficile, mais on va rebondir. Majestic pourra donc confirmer lors de la 18e journée face à la Soyenenga, désormais leader après la 17e journée. Voilà, je vous le disais, en titre, mise en place pour lutter contre le Covid-19. Le pass vaccinal a suscité pas mal d'opposition lors de sa mise en place en France. Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension de son application à partir du 14 mars, ainsi que la fin du port du masque en intérieur, sauf dans les transports en commun. Suivons ce reportage. La situation sanitaire s'améliore. Ce sont les mots du Premier ministre français Jean Castex qui a annoncé ce jeudi un allègement des restrictions liées au Covid-19. La vague hivernale étant en déclin depuis plusieurs semaines, les autorités ont donc décidé de faire souffler les Français. Je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du pass vaccinal
vaccinal, partout où il s'applique. Et deuxième mesure, à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. Quelques exceptions, le masque restera obligatoire dans les établissements médicaux comme les hôpitaux et les EHPAD, mais également dans les transports en commun, compte tenu de la promiscuité. Les soignants, eux, resteront toujours soumis à l'obligation vaccinale. Initialement, le gouvernement avait voulu attendre que le seuil des malades en soins critiques passe sous la barre des 1500 pour lever tout ou partie du pass vaccinal. Si la pression hospitalière s'est bien réduite ces dernières semaines, 2329 patients occupent toujours les soins critiques sur le plan national. De leur côté, les contaminations sont également en baisse, avec plus de 53 000 cas comptabilisés mercredi, contre 70 000 il y a une semaine. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi par une écrasante majorité une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Un vote salué comme historique et accueilli par une salve d'applaudissements. Sur les 193 membres de l'organisation, 141 pays ont approuvé le texte. 5 pays, à savoir la Russie, le Bélarus, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie, s'y sont opposés et 35 se sont abstenus, dont la Chine. Reportage. Une salve d'applaudissements retentit dans l'hémicycle des Nations Unies à New York. Par une très large majorité, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse sa guerre en Ukraine. Cette résolution n'est certes pas contraignante, mais l'approbation du texte a été massive. 141 pays ont voté pour, 5 contre et 35 se sont abstenus. Ce qui met la pression sur Moscou, comme l'a souligné le secrétaire général des Nations Unies à l'issue du vote. Le message de l'Assemblée générale est fort et clair. Mettez fin aux hostilités en Ukraine maintenant. Faites taire les armes maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie maintenant. L'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine doivent être respectées conformément à la Charte des Nations Unies. Nous n'avons pas un instant à perdre. Les effets brutaux de ce conflit sont évidents. Mais aussi mauvaise que soit la situation des Ukrainiens maintenant, elle menace de se détériorer encore plus. La résolution a été adoptée au terme de 2 jours d'une session extraordinaire d'urgence, comme il s'en tient rarement à l'ONU. Le texte réclame un retrait immédiat des troupes russes actuellement déployées en Ukraine. Il appelle par ailleurs à accorder à l'aide humanitaire un accès sans entrave. Lors de son allocution avant le vote, l'ambassadeur russe à l'ONU a assuré que la Russie se bornait à défendre les populations des provinces pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Mesdames, Messieurs, sachez que toutes les tempêtes ne sont pas forcément mauvaises. Elles ne viennent pas toutes dans vos vies pour la gâcher. Certaines viennent pour nettoyer votre chemin. Eh bien, ici s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations. Surtout, prenez grand soin de vous.